Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs au rendez-vous d'avec la rédaction de BCTV. Nous vous déclinons sans perdre de temps les principales informations de cette édition. Comment comprendre les initiatives prises aux Nations Unies et sur le plan diplomatique par la France pour la sécurité dans l'Est de la RDC? Vous suivrez la réflexion de la rédaction sur cette question. Lors d'une séance de travail ce mercredi, le CESAC et la CNI ont adopté le code de bonne conduite des journalistes nationaux et étrangers en période électorale pour permettre un bon encadrement du processus électoral. Encore une fois, bonjour et bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On entame avec cette information de la fin de la procédure des notifications en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la RDC, votée par les conseils de sécurité sous l'instigation française et la condamnation par Paris du soutien de Kigali au M23. La secrétaire d'État française Chrysoula Zakharopoulou est venue rencontrer ce mercredi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à ce sujet. Images et commentaires. Les conseils de sécurité des Nations Unies a mis fin à la procédure des notifications préalables en cas d'achat d'armes et de matériel militaire par la République démocratique du Congo. La secrétaire d'État française, Chrysoula Zakharopoulou, qui a été reçue ce mercredi 21 décembre à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré que la France a défendu et défendra toujours la RDC. J'ai échangé sur une nouvelle qui est passée hier aux Nations Unies. Vous savez, sous la impulsion de la France, et il a été voté la levée de l'obligation de notification pour la livraison des armements ainsi que de l'assistance militaire à la RDC. Alors, cette résolution a été votée hier à l'unanimité et le président Tshisekedi remerciait la France pour cela. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et le partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines étaient également au menu de leurs échanges. Concernant la situation à l'est du pays, le M23 doit cesser les combats et la France condamne le soutien que le Rwanda apporte au groupe M23. Nous devons trouver une solution et il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France parle à la RDC, le président Emmanuel Macron parle souvent au président Tshisekedi. Nous parlons avec la région et soutenons la médiation de l'Angola et du Kenya. Et nous parlons enfin au Rwanda, mais au-delà de ces conflits, nous avons beaucoup parlé de notre partenariat entre les deux pays. On a parlé beaucoup de la jeunesse et de tous les projets. On a parlé de l'éducation, on a parlé des artistes et tous les développements de l'industrie culturelle et sportive à votre pays. Et vous savez que la France est engagée et elle a envie de renforcer ce partenariat. La France a la responsabilité de proposer des résolutions et déclarations relatives à la situation en République démocratique du Congo au Conseil de sécurité de l'ONU. La RDC et la France se nourrissent par ailleurs d'un lien privilégié fondé sur la francophonie. Enfin, la bonne initiative française est là. À propos, qu'y a-t-il à comprendre dans les initiatives prises aux Nations Unies
Et sur le plan diplomatique par la France pour la sécurité dans l'Est de la RDC. Édito de la rédaction du BCTV sur la question. La France qui cite nommément le Rwanda en tant que soutien du M23, disant au Rwanda de cesser son soutien au M23. Il n'y a pas que cela, la France est aussi à l'origine de 2 résolutions présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies où elles ont été adoptées à l'unanimité, des résolutions portant sur le renouvellement pour 1 an du mandat de la MONUSCO pour continuer à soutenir la paix et la sécurité en RDC et la levée de la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire. Il est de quoi s'interroger sur ces initiatives françaises quand on sait que lors de la dernière session ordinaire des Nations Unies de septembre 2022, alors que la France assurait la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a empêché que la question de l'agression de la RDC par le Rwanda sous le masque du M23 soit inscrite au menu des matières à aborder et que le patron de la DRM française, Jacques Langlade Mongo, s'est rendu récemment à Kigali dans l'objectif de resserrer les liens entre les renseignements français et rwandais. Un séjour qui a été suivi de l'octroi par l'Union européenne d'une aide de 20 millions d'euros au Rwanda pour des fins militaires. L'on se demande, alors que toutes les puissances occidentales majeures et celles émergentes se ruent sur l'Afrique, notamment la RDC, et organisent des sommets avec les pays africains, et a compris que l'Afrique est le réservoir des matières premières et un débouché économique pour les économies des pays du monde, l'on se demande si la France n'a pas craint que les Congolais en arrivent au boycott et au sabotage des intérêts français en RDC, ou si la France n'a pas laissé pourrir la situation pour s'imposer en sauveteur de la RDC face à une guerre qui l'endeuille terriblement. L'on se demande aussi si la France ne fait pas des yeux doux au régime congolais qui est critiqué, voire récusé par une fraction de son peuple et son opposition face aux défis, tragédies et préjudices de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Vu qu'entre les États il y a juste question d'intérêt, les observateurs sont dans leur soif de découvrir ce qui a bien pu se passer pour que la France, qui a tout fait après le génocide rwandais où son rôle a été indexé pour être en bon terme avec le régime Kigali, choisisse tout d'un coup de mener une initiative qui sera mal digérée par Kigali. La France aurait-elle plus misé sur la RDC que le Rwanda pour des raisons qui sont les siennes? D'une spéculation à une autre, l'opinion se réjouit que la guerre cesse à l'est de la RDC tout en redoutant que la facture de ce soutien ne lui coûte pas les yeux de la tête. Dans le même contexte, la RDC peut, depuis mardi 20 décembre 2022, acheter du matériel militaire sans plus être obligé de le notifier au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est l'une des 2 résolutions votées à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'initiative de la France. Suivez. À l'initiative de la France, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité 2 résolutions à l'égard de la RDC. Il s'agit du renouvellement pour 1 an du mandat de la MONUSCO pour continuer à soutenir la paix et la sécurité en RDC et de la levée de la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire tout en maintenant l'embargo sur les armes en ce qui concerne les groupes armés. Ce nouveau mandat de la MONUSCO comporte 3 missions prioritaires, à savoir la protection des civils, le soutien au programme de désarmement, démobilisation des groupes armés et la réforme du secteur de sécurité. Au chapitre de réaction à ces 2 résolutions, notons celle du gouvernement congolais qui, via un communiqué dans les réseaux sociaux, a exprimé son satisfait. À l'analyse du gouvernement Sama Lukonde, cette résolution approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies vient ainsi réparer une injustice qui empêchait la RDC à se doter librement d'équipements militaires devant permettre au FARDC d'avoir des capacités nécessaires à défendre la patrie face notamment à l'agression rwandaise sous le couvert du mouvement terroriste de M23. Quant à elle, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a estimé mardi 20 décembre que la résolution qui lève l'obligation des notifications pour toute fourniture d'armes, d'équipements, de formations, de conseils et d'assistance militaire au profit de la RDC est une grande victoire diplomatique pour le gouvernement congolais, expliquant dans une interview accordée à Radio Okapi, nous citons, on peut parler d'une belle victoire diplomatique de la RDC. Nous, en tant que système des Nations Unies et MONUSCO, nous accueillons favorablement cette bonne résolution
solution qui répond à la demande de la RDC, a expliqué Bintou Keïta. L'on rappelle que c'est depuis 2008 que l'embargo sur les armes, en vertu du régime des sanctions 1533, pesait sur le pays de Lumumba. On change de registre avec cette information de l'Ituri où les résultats élogieux de l'état de siège sont de plus en plus visibles en territoire de Djougou, jadis l'épicentre des hostilités. Le retour des déplacés, la réouverture de marchés et les activités socio-économiques, ainsi que la libre circulation des personnes et leurs biens, c'est la nouvelle vie des habitants de Pembe en territoire de Djougou où la population clame la consolidation de l'état de siège. Nous sommes à Pimbo, chef-lieu du secteur de Walendu Djati en territoire de Djougou. Il est 21h. Contre toute attente, Mama Atieni et plusieurs autres personnes sont encore au marché, vaquant librement leurs occupations dans ces centres, l'un des plus insécurisés avant l'instauration de l'état de siège. Il y a un an, voir ces jardins dimanche à plein Djougou n'était qu'un rêve ou encore une illusion. Mais aujourd'hui, les mauvais souvenirs appartiennent à l'histoire, témoignent des habitants. Ici à Pimbo, nous allons bien. La sécurité est très bien assurée par nos éléments de la FARDC. L'ambiance est bonne car nous vendons jusqu'aux heures tardives. Grâce à cet état de siège, nous sommes bien. Donc la situation sécuritaire est garantie. Nous remercions beaucoup pour tout cela le chef de l'État qui a instauré ce système d'état de siège. Aussi, nous ne pouvons pas oublier le gouverneur, le lieutenant général Luboya. L'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apporte d'ores et déjà la paix dans plusieurs coins de l'Ituri. L'étape de la consolidation de cette paix appartient aux Ituriens à travers la cohabitation pacifique, déclare le chef de cette entité. Ici, nous félicitons notre gouverneur militaire avec qui nous faisons même des marathons à pied sous la pluie. C'est tout le monde qui doit mettre leurs mains dans la pâte par des différents moyens, et raison pour laquelle nous exhortons même d'autres communautés à aller faire autant. La paix ne peut pas se faire seule, la paix c'est l'affaire de tout le monde, raison pour laquelle aujourd'hui même à l'église, il faut chaque fois même dans l'homélie qu'il y ait des thèmes qui vont juste droit à la paix. La paix, la sécurité, l'espoir et l'épanouissement de la population iturienne, tels sont les mots-clés qui caractérisent en ces jours toutes les actions du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, pour redorer l'image de la province de l'Ituri en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Le premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame, a assisté au culte œcuménique célébré mardi 20 décembre à l'esplanade du Palais du Peuple en mémoire de 140 personnes décédées à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa dans la nuit du lundi 11 à mardi 12 décembre courant. Suivez. Tristesse, désolation et consternation ont émaillé le visage de familles éplorées venues assister au culte œcuménique célébré à l'esplanade du Palais du Peuple en hommage de leurs proches qui ont perdu la vie lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Pluie qui a causé la mort de plus de 130 personnes et des disparus ainsi que d'énormes dégâts matériels. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement à cet effet. Sensible aux problèmes qui touchent sa population, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écourté sa visite officielle de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour venir s'enquérir personnellement de la situation. La présence du chef de l'État et de la très distinguée première dame à ces cultes œcuméniques est un hommage collectif rendu à ses compatriotes disparus à la suite de cette calamité naturelle. Dans son mot d'ouverture, l'apôtre Kabongo des églises de réveil a donné les buts de ces cultes œcuméniques célébrés en mémoire des illustres disparus et les familles éplorées avant d'appeler tour à tour les représentants des confessions religieuses à adresser leurs prières à Dieu
en leur faveur. De son côté, le représentant des familles éprouvées, Bongole Bolotoi, a adressé quelques mots de remerciement au couple présidentiel pour l'assistance et la prise en charge des obsèques. Les victimes des inondations à Kinshasa ont trouvé généralement la mort dans les éboulements de terre qui ont détruit leurs maisons, d'autres par électrocution. L'inhumation interviendra ce mercredi 21 décembre au cimetière de Kimpoko. Émouvant. Encore une fois, nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées et que les âmes des disparus reposent en paix. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC et la CENI ont mis en place des stratégies devant permettre un bon fonctionnement du processus électoral. Lors d'une séance de travail ce mercredi, les deux institutions ont adopté le code de bonne conduite des journalistes nationaux et étrangers en période électorale. Suivez. Nous sommes ici à la CENI. En fait, c'est tous les bureaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui est venu ici s'entretenir avec une partie du bureau de la CENI. Vous nous avez vu ici le bureau au complet. En fait, il était question de pouvoir arrêter des stratégies communes en prévision de la campagne électorale. En fait, il y a déjà, ou plutôt en prévision du processus électoral qui est déjà en cours. Il fallait que la CENI et le CESAC puissent tout simplement échanger sur les démarches futures qu'il faudrait mettre en place pour essayer d'assurer une bonne communication en direction de la population. Vous avez vu par exemple dans les médias, le CESAC avait mis hier une recommandation signée par le président et les rapporteurs, en fait demandant aux médias et même aux acteurs politiques de pouvoir s'abstenir à se lancer dans ce que nous avons appelé une campagne électorale précoce. Eh bien, ça fait partie de toutes ces stratégies et bien d'autres que nous venons de définir ici avec la CENI. Vous en saurez un peu plus peut-être pour que prochainement nous puissions aller dans la même direction. Vous savez que la presse aujourd'hui est très diversifiée. Vous avez vous avez la radio, vous avez la télévision, vous avez les journaux et puis les médias en ligne. Et vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui avec une certaine catégorie de journalistes et même de certains acteurs politiques et sociaux. Eh bien, nous avons du travail, CENI et CESAC, de manière à ce que nous puissions essayer d'encadrer tout ce monde et donc la population de manière à pouvoir en fait avaler une information, si vous voulez, tout simplement qui est fiable. Parlons encore de la Commission électorale indépendante nationale avec cette visite du Premier ministre Samalou Kondé à cette institution d'appui à la démocratie mardi 20 décembre 2022. Le but de sa visite, encourager l'ensemble du bureau dirigé par le président Denis Kadima à persévérer dans les efforts déployés pour conduire le processus électoral jusqu'à son terme en organisant les élections prévues en décembre 2023 dans le respect du délai constitutionnel. Josué Kalamba pour le reportage. Louant les innovations apportées pour l'amélioration, la qualité de l'identification et enrôlement des électeurs, dont la première étape débute le 24 décembre par l'ère opérationnelle 1 avec 10 provinces, la ville de Kinshasa comprise, le chef du gouvernement a réaffirmé la détermination de l'État de garantir l'accompagnement financier aux côtés de la CENI. Mon mot va se décliner sur quelques points. Le premier, c'est d'abord d'encourager le travail qui est abattu ici à la CENI pour garantir justement l'organisation de ces élections dans le délai constitutionnel. Nous avons voulu aussi être ici présents pour affirmer un principe
que nous avons voulu de collaboration, un principe dit de mutualisation. Mutualisation qui va nous amener vers la constitution du fichier d'identification de la population. Au sujet de la sécurisation du processus électoral, une des questions majeures d'ailleurs évoquées en préambule par le président de la CENI, Denis Kadima, lors de son intervention, le chef du gouvernement a indiqué qu'effectivement, tout le processus électoral devra être accompagné à travers nos forces de police. Ce travail de collaboration a bien débuté du reste avec la première réunion du comité de pilotage au sein du ministère de l'Intérieur présidé par le vice-premier ministre Daniel Asselo-Okito, impliquant d'autres ministres et les services de la police nationale. Une manière de jeter déjà les bases à la veille du début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui démarre le 24 décembre pour un mois et tout au long du processus jusqu'en décembre 2023. Relevant que pour que nous puissions arriver à l'aboutissement de ce processus tel que voulu et déclaré par le président de la République dans le respect du délai constitutionnel, cela demande l'implication de tous. Toute la population, par patriotisme, doit se l'approprier car il en va de la bonne continuité de la pratique démocratique dans notre pays, de la responsabilité individuelle pour la bonne marche de la nation. Rentrons dans l'arrière-pays, cette fois-ci dans la province de l'Équateur, qui est sous les fièvres de l'accueil de la 9e conférence des gouverneurs des provinces qui sera présidée par le chef de l'État. La ville de Mbandaka, chef-lieu de cette province, est déjà en ébullition étant donné l'ampleur de l'événement. Suivez les détails dans ce reportage. Le désespoir laisse de plus en plus place à l'espoir en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Autrefois à genoux et longtemps oubliée, cette ville portuaire s'inscrit aujourd'hui sur la voie de son développement. Et c'est elle qui abrite à partir de ce jeudi la 9e conférence de gouverneurs de province. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y est attendu ce mercredi pour présider cette réunion. Ce sera la toute première mission d'itinérance du chef de l'État dans la capitale provinciale de l'Équateur. Et le gouverneur de province, qui veille au grain à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État, rassure que tout est fin prêt pour un événement réussi dans son entité. Tout le monde est content, il y a un mouvement, tout le monde a la chaleur d'accueillir le chef de l'État. Et surtout pour la conférence de gouverneurs que mes prédécesseurs attendaient, ça fait maintenant 13 ans. Donc c'est vraiment une journée historique pour la province de l'Équateur démembrée et la Grande Équateur. Banderoles, affiches, calicots et panneaux trônent avec de messages de bienvenue au 5e président de la République démocratique du Congo. C'est toute une population qui est mobilisée et bien entendu avec ses désiderata. Nous souhaitons la bienvenue au président de la République. Pendant sa campagne, il avait dit qu'il allait faire de son mieux pour amener l'ancien président Mobutu au Maroc. Nous souhaiterons vivement qu'il y ait ces retours-là pour sceller l'unité nationale. Les militants de partis politiques ne sont pas en reste. Ils arpentent les rues pour donner le ton à une mobilisation générale pour l'accueil chaleureux du premier citoyen du pays, à l'instar de ceux du parti présidentiel, l'UDPS. Du côté de l'aéroport national de Mbandaka, le trafic est intense. Les délégations se succèdent pour participer à l'événement. Un événement qui sera précédé un jour avant d'un meeting du chef de l'État à l'esplanade de la maison communale de Ouangata, au centre-ville de Mbandaka. Dans la société quinoise, accusée d'insécuriser les piétons dans les trottoirs et lors de leur traversée de route, les transporteurs par moto, appelés communément Wiwa, inculpent à leur tour les éléments de bureau D déployés à Kinshasa. D'autres Quinois ont aussi joint leur voix à celle de Wiwa. C'est dans ce reportage auquel a participé Générose Essengo. Les éléments de bureau D déployés ici et là à travers la ville de Kinshasa constituent une source d'insécurité sous plusieurs regards.
Les Quinois interrogés sur la question épinglent leur attitude prédatrice vis-à-vis des transporteurs par moto, communément appelés Wewa. C'est parce qu'aujourd'hui dans notre ville et partout d'ailleurs, service non reconnu, non identifié, et comment déployer dans Nzela pour la moto, place la moto, place. Alors, il y a un excès à vitesse, qu'on toujours se faufiler de façon que, allez, quand pas éviter, nous sommes en costume, mais tant que pour alors, comme niveau comme ça, la attitude du moro est que, à éviter place, alors il faut away l'isakaka. Tant que mon inzélé, qui est au fond, ma foi, il n'y a ta place, parce qu'à éviter place, aux autorités de tutelle de veiller à ce que ces actes qui font que circuler à pied sous les routes deviennent périlleux pour les piétons cessent. Les policiers ne bureau de Nanzela. Bangonde, bakonzina bango bapesa bangonde conseil. Po bisonné, to na biso normal. Bangonde ka batbasa nini, to ka tambangu to télématé. Bangonde batbasa la eloko na biso to na problème té. En Asie continentale, en dehors de nos frontières nationales, plus précisément en Afghanistan, ce n'est pas dans ce pays que vous trouverez un régime respectueux du gender et des droits de la femme. En effet, depuis mardi 20 décembre, le pouvoir des talibans qui y règne a suspendu pour une durée indéterminée les études supérieures et universitaires pour les Afghanes. Les détails, c'est dans ces récits. Dans une lettre adressée à toutes les universités gouvernementales et privées de l'Afghanistan, mardi 20 décembre 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur, Neda Mohammad Nadem, leur a notifié l'entrée en vigueur de l'ordre suspendant l'éducation des femmes jusqu'à nouvel ordre. Le porte-parole du ministère, Ziola Hashimi, qui a tweeté la lettre, a également confirmé l'ordre de fermeture des facultés aux filles pour une durée indéterminée auprès de l'AFP. Et jusqu'à présent, aucune explication n'a été fournie pour justifier cette décision qui va dans la droite ligne des privations d'enseignement secondaire aux filles afghanes depuis l'accession au pouvoir des fondamentalistes islamistes. Au chapitre des réactions qui n'ont pas tardé, il y a notamment celle des États-Unis d'Amérique dont le porte-parole du département d'État, Ned Price, a taxé cette décision des barbares, affirmant à la presse, nous citons, les talibans devraient s'attendre à ce que cette décision qui contredit les engagements qu'ils ont eux-mêmes pris publiquement et devant leur peuple ait des conséquences concrètes pour eux. Du côté des Nations Unies, profondément préoccupé, Ramiz Alakbarov, représentant spécial adjoint du chef de l'ONU pour l'Afghanistan, a écrit le même mardi dans un tweet « L'éducation est un droit humain fondamental. Une porte fermée à l'éducation des femmes est une porte fermée à l'avenir de l'Afghanistan. » L'une des étudiantes afghanes victimes a déclaré à l'AFP « L'espoir nous a été enlevé. Ils ont enterré nos rêves. » Cette mesure va au rebours des promesses des talibans de se montrer plus souples lors de leur retour au pouvoir après 20 ans de guerre avec les Américains et les forces de l'OTAN. Tant s'en faut, ils sont largement revenus à l'interprétation ultra rigoriste de l'islam qui avait marqué leur premier passage au pouvoir de 1996 à 2001. Et c'est depuis 16 mois que les mesures liberticides se sont multipliées, particulièrement contre les femmes qui ont été progressivement écartées de la vie publique et exclues des collèges et lycées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça la dernière information de notre phare d'information aujourd'hui. Nous allons maintenant rappeler les titres pour ceux de nos téléspectateurs qui nous ont pris en cours. Comment comprendre les initiatives prises aux Nations Unies et sous le plan diplomatique par la France pour la sécurité dans l'Est de la RDC? Vous avez suivi dans cette édition la réflexion de la rédaction sur cette question. Lors d'une séance de travail ce mercredi, le CESAC et la CENI ont adopté le code de bonne conduite des journalistes nationaux et étrangers en période électorale pour permettre un bon encadrement du processus électoral.
Voilà, fin de cette édition sur BCTV. Le rendez-vous avec la rédaction de BCTV, c'est déjà demain à la même heure. Portez-vous bien chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.